bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette conférence. L'objectif de cette conférence est de parler de gestion client. Donc du coup, plutôt sur la partie gestion de patrimoine évidemment, parce on est sur cet événement qui est spécialisé. Donc moi je suis Sébastien, je suis cofondateur de Doc Finance et donc j'ai le plaisir de pouvoir animer cette conférence avec Nicolas Cojol de la Banque Postale. Bonjour à toutes et à tous. Et Christophe Ribeiro Farocco. Je prononce bien? Ça va? C'est très bien prononcé. Super. Donc du coup de Cap Finance. Oui. Voilà, et donc du coup l'objectif de cette conférence, c'est qu'on puisse justement approfondir le sujet, vous donner du coup aussi la vision qu'on peut avoir justement sur la gestion client avec toute l'expérience qu'ont justement les deux intervenants aujourd'hui, qu'on réponde aussi à vos questions en fin de conférence. Voilà. Donc je laisse déjà peut-être la parole à vous deux pour une petite présentation. Voilà ce que vous faites et qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé aujourd'hui là où vous en êtes et pourquoi vous avez choisi finalement le domaine de la gestion de patrimoine. Ok, écoutez, je commence, mais vous allez voir, on a déjà commencé à échanger avec Christophe. Ça va être assez interactif et effectivement, on veut que ce soit le plus interactif et dynamique avec vous, donc n'hésitez pas à interrompre. Donc Nicolas Cojol, 20 ans à la Banque Postale. C'est l'âge de la Banque Postale d'ailleurs, 20 ans, même si c'est la création d'une entité bien plus importante puisque c'est au sein du groupe La Poste. Qui elle-même est au sein du groupe de la Caisse des dépôts et dont l'actionnaire est l'État. Donc 20 ans à la Banque Postale, 10 ans en tant que manager, directeur en région sud-est, à Perpignan, puis après directeur régional à Nice, et puis 10 ans en gros en tant que directeur de la filière anciennement patrimoniale, maintenant filière épargne et assurance, depuis que nous avons fait ce mariage avec la CNP. Donc Banque Postale et CNP, qui fait de la Banque Postale une banque importante en France, une banque à réseau. Et puis voilà, juste pour vous donner des ordres de grandeur, mais on va y revenir un peu plus loin, mais c'est la 11e banque de la zone euro. Donc voilà, une banque importante, une banque de détail. Et on va revenir sur les sujets. Merci en tout cas à Doc Finance de nous faire intervenir, parce que nous avons besoin de conseillers patrimoniaux. Donc voilà, ravi d'être là. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Christophe Ribeiro Farocco, vous l'avez compris. J'ai derrière moi un peu plus de 23 ans de gestion patrimoniale. J'ai fait mes armes dans des grosses compagnies d'assurance, je ne vais pas les nommer, AXA et Allianz. À l'époque, moi j'y étais, c'était Assurance Générale de France. Et j'ai eu la chance, il y a maintenant plus de 20 ans, de participer à la création de la société Cap Finance, qui est devenue maintenant un groupe. À la base, c'est une histoire de copains. Donc, on est trois potes, on bossait ensemble dans des compagnies. On dit, tiens, on va créer une boîte de copains. Donc, on a commencé à se dire, on va faire du conseil en gestion patrimoniale, mais comme on l'entend, et pas forcément comme on nous l'apprend, mais avec une sensibilité qui était propre à notre vécu et puis à plein de choses qui venaient de nous, des êtres singuliers. On a créé cette société. Aujourd'hui, on a atteint un peu plus de 2100 conseillers indépendants dans ce groupe. On est devenu le groupe Premium, qui est un des plus gros, si ce n'est le plus gros groupe, de gestion patrimoniale aux conseillers indépendants. D'accord. Donc nous, on a un réseau d'indépendants. Ce qui est génial, c'est qu'il y a deux exemples complètement différents et pourtant indissociables et complémentaires. C'est le côté salarié de la Poste et le côté indépendant du groupe Premium de Cap Finance et de Predictis, qui sont les deux marques que je représente entre autres. Et donc on est en ce moment en train de mailler le territoire. On est en train de créer des centres d'affaires. Notre objectif est d'être à moins de 50 minutes de chaque Français. Et on attaque ensuite l'Europe. On a commencé à entrevoir la Belgique qui se fabrique tout doucement, à faire l'Italie, Espagne, Portugal, etc. Donc voilà le projet du groupe. On compte un peu plus de 375 000 clients. Ça fait un peu plus de 20 milliards d'euros sous gestion et un peu plus de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je ne vous dis pas tout ça pour dire qu'on est fort ou par péché d'orgueil. C'est qu'on a deux casquettes dans notre métier. On a une casquette de conseiller en gestion patrimoniale, mais on a également une casquette de courtier. Et quand vous êtes courtier, il y a une chose qui prévaut pour vos différents partenaires, c'est votre poids. Et plus vous avez du poids,
meilleures sont les solutions que vous pouvez obtenir, donc meilleures sont les solutions que vous pouvez apporter aux personnes que vous rencontrez. Donc c'est l'histoire de l'offre et la demande. Donc c'est pourquoi je parle du poids financier, pas pour dire on est gros, c'est parce que ce poids a de l'importance dans notre métier et dans la qualité des solutions qu'on apporte aux personnes que l'on rencontre. Voilà pour planter un petit peu le décor. Merci beaucoup. Donc du coup, quand on a préparé justement cette conférence, on a quand même beaucoup discuté, beaucoup débattu. Donc l'idée, c'était de parler justement d'humain, parce que la gestion client, c'est de l'humain. Il y a aussi quelque chose qui est arrivé dans la discussion assez souvent, c'est finalement ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler l'ère de l'immédiateté, c'est-à-dire finalement avoir un petit peu tout de suite, ce qui peut potentiellement changer justement la relation qu'on peut avoir avec ses clients, nouvelle génération, également les conseillers qui arrivent justement dans cette nouvelle génération, qui ont des nouvelles attentes également. L'idée, c'est de parler de tout ça. Dans un premier temps, moi, ce que j'aimerais bien que vous puissiez justement chacun expliquer, c'est vous avez de l'expérience, on l'a entendu. Est-ce que vous avez senti un changement, une différence dans votre gestion, dans votre métier, dans votre gestion client, avec toutes ces années justement? Est-ce que là, vous avez senti justement quelque chose qui a changé depuis que vous exercez ce métier? Alors oui, bien évidemment, depuis plusieurs années, et ça s'accélère, on sent des changements et on essaie de former justement nos conseillers et tout le long de leur vie, parce qu'à la Banque Postale, voilà, on a différents types de conseillers, des conseillers d'abord, on va dire, grand public, de proximité, on a des chargés d'affaires, et puis on a des chargés d'affaires experts en patrimoine, et puis également, depuis quelques années, depuis 2013, on a une banque privée dans le groupe, et du coup, on a des banquiers privés. Bref, on a toute une gamme de conseillers, des managers, mais ça, on pourra en parler après, des parcours, et vous dire que les métiers ont changé, que c'est une évidence. Alors après, il y a des constances, et c'est aussi ça qu'on est venu vous dire, c'est que certes, on est à l'ère de l'immédiateté, de l'intelligence artificielle, des réseaux. Voilà, on voit rapidement, et vous le savez tous, des offres mirifiques comme ça à fleurir ici ou là, et qui sont assez alléchantes, mais on sait très bien que quand on parle de patrimonial, on essaie de développer, en tout cas à la Banque Postale, 3 types de compétences. Et ces 3 types de compétences, on les inscrit dans la durée, on les fait progresser, et c'est le temps qui les fait grandir. La première, c'est bien sûr le savoir. Vous avez tous été formés, je pense, et vous savez la densité de la matière patrimoniale. Voilà, il faut y consacrer du temps, c'est une matière extrêmement riche, qui nécessite un investissement personnel initial, mais aussi continu. Il ne faut pas arrêter de se former, puisque ça évolue en permanence, les lois, les règlements, que ça vienne de l'Europe, de la France, du monde, des différents régulateurs. Donc oui, il y a une vraie une nécessité d'entretenir des compétences, et ça, c'est un point qui n'a pas varié, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Le deuxième, c'est le savoir-être. Et là, j'ai envie de dire qu'on est de plus en plus attendus. Les conseillers sont de plus en plus attendus par les clients, parce que justement, cette immédiateté stresse un peu tout le monde, et ils ont besoin d'avoir un humain en face d'eux. Le savoir-être, c'est capital, et on voit que c'est ça qui fait la différence. Savoir prendre le temps d'écouter, de renverser peut-être l'argument du client qui est peut-être un petit peu rapide, qui est souvent un petit peu rapide. En tout cas, d'être présent dans les moments, de faire ce qu'on appelle les cold call, les appels à froid, les appels de courtoisie, quand il y a une crise, enfin, d'être dans une forme de relation. Et cette relation, elle a un prix fondamental. C'est-à-dire que le client, il fait d'abord conscience, et toutes les études, d'ailleurs, on va venir, j'ai regardé encore sur Internet, mais je voyais des études de KPMG qui disent que 75% des clients qui ont fait des investissements via des robots advisors regrettent de ne pas avoir fait ces investissements avec des conseillers en temps de crise. Voilà. Donc c'est vrai que ce relationnel, il est fort. Donc ça, c'est le savoir-être. Et enfin, c'est le savoir-faire. Et ce savoir-faire, c'est un peu le mix des deux, des compétences, du savoir-être, et aussi de s'être frotté aux crises, de s'être fronté à des situations un peu dramatiques pour les clients, un deuil, un licenciement,
tout ce que la vie peut apporter aux clients, et puis de travailler ce savoir-faire pour aussi résister, mais j'y reviendrai un petit peu après, à toute la pression qu'on peut avoir aussi des fournisseurs, des producteurs, de l'entreprise, des managers. Voilà, mais pour faire en sorte, comme on dit à la Banque Postale, que l'intérêt du client prime. Hein. C'est l'intérêt du client d'abord, l'intérêt de la banque ensuite. C'était la première signature de la Banque Postale. Bref, savoir-être, savoir-faire. Et il semble qu'avec ça, on puisse faire face à tous les grands défis qu'on a actuellement et qui ne manquent pas. Voilà. Alors, c'est très juste. Si je devais étoffer un peu les propos, c'est que l'évolution des modes de communication est extrêmement rapide. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est tous assommés d'informations, heure par heure, minute par minute, selon la vitesse à laquelle on scrolle, et on a accès à des informations qui ne sont pas toujours vérifiables ou vérifiées. Et souvent, dans l'évolution, moi j'ai eu la chance de faire 17 ans d'opérationnel terrain, ça veut dire quoi ? C'est pendant 17 ans, j'ai fait mon métier de conseiller en gestion patrimoniale, donc ça veut dire que j'ai rencontré des gens tous les jours qui avaient des problématiques différentes. Et ce que j'ai pu constater pendant les 17 années, c'est pas que les problématiques ont changé, c'est que l'afflux d'informations est devenu tellement dense, c'est que les gens ont les mêmes problématiques, mais ils en ont même une nouvelle. C'est qu'il y a tellement pléthore de solutions sans preuve, c'est que finalement, la problématique d'aujourd'hui, c'est faire le tri. C'est pas tant d'avoir l'information, c'est de savoir quelle est la vraie information. Est-ce que j'ai accès à cette information ? Est-ce que cette information, elle est faite pour moi ? Est-ce qu'elle est adaptée à ma sensibilité patrimoniale, financière, fiscale ? Est-ce qu'elle correspond à mon projet de vie ? Ou est-ce que je tape un petit peu à côté ? Et souvent, ce problématique de l'auto-information, c'est que 10 coups sur 20, elle n'est pas du tout adaptée à la situation des gens qui la cherchent et qui l'écoutent. Et le métier qui a évolué entre le moment où on faisait une démonstration, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, on faisait vraiment une démonstration d'un produit, on montrait l'efficacité d'un produit, c'est fini ça. Montrer l'efficacité d'un produit, les gens n'ont pas besoin de vous. Ils vont sur Internet, ils font un comparatif, ils ont même plus d'informations que vous sur les produits de la concurrence. Donc ce qui va faire la différence, ce n'est pas le produit, c'est le conseil et la capacité que vous allez avoir à adapter à ces nouvelles générations dont vous faites partie, qui ont besoin d'abord, d'être rassurés, d'y voir extrêmement clair. Et le métier aujourd'hui d'un conseiller, c'est plutôt quelqu'un qui va... vous savez, si je devais donner une image, c'est presque le métier d'un guide, finalement. D'accord ? C'est que c'est bien d'apporter la solution, mais si elle n'est pas adaptée, la solution ne sert à rien. Donc, avant d'aller chercher la solution, cherchons déjà à comprendre ce que la personne a réellement besoin. Et si son projet et ses besoins correspondent à sa capacité à réaliser ses projets. Parce qu'on ne peut peut-être pas tous atteindre 100% de nos objectifs, mais si déjà on atteint 10, 20, 30, 40 et qu'on ne met pas en danger ce qu'on a acquis sur les 30%, on a déjà tout gagné dans un monde aussi turbulent et aussi incertain dans lequel on évolue tous aujourd'hui. On a peu de visibilité, d'accord ? On a beaucoup d'incertitudes, géopolitique interne, externe, il y a beaucoup d'événements. Ça aussi, ça s'est accéléré. Parce que finalement, on a la chance de faire partie de générations qui n'a pas connu grand-chose en termes de crise systémique et majeure, si ce n'est des crises financières, mais il y a des choses beaucoup plus graves. Et finalement, le fait qu'on manque d'expérience de choses extrêmement graves nous donne un prisme et une perception qui n'est pas toujours la bonne. Et je pense aujourd'hui, un bon conseiller, il doit avoir cette espèce de psychologique suffisamment développée et cet altruisme suffisamment profond pour se dire « Ok, j'ai compris cette personne, j'ai bien analysé la situation qui est la sienne, et j'ai bien capté la différence entre finalement l'idéal vers lequel il veut tendre et la réalité dans laquelle il évolue. Et je pense qu'un bon conseiller, son métier, c'est de tenter d'essayer de gommer ces différences autant que faire se peut. Et là, je pense que cette nouvelle connexion avec les gens, c'est-à-dire qu'il faut les laisser avoir l'information. Vous ne pouvez pas faire de rétention d'information. Elle est complètement hors de contrôle. Mais par contre, on peut guider pour faire le tri de ces informations et pour s'assurer que la personne qui va vous donner sa confiance ne fasse pas fausse route. Parce que les conseilleurs n'étant jamais les payeurs, même s'ils ont eu plein de conseils et qu'ils vous écoutent vous et que vous avez tapé à côté,
C'est vous, le méchant de l'histoire, qui a fait que la solution ne se passe pas bien, que la solution n'est pas le bon résultat, que vous lui avez promis 5% et qu'il en fasse moins 30 parce que vous n'avez pas bien calculé son appétence au risque et que du coup, je l'ai mis dans une solution qui ne correspondait pas à sa sensibilité. Et c'est après, c'est vous qu'on va aller voir en disant, mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans un monde comme le nôtre, le recul sur les choses n'a jamais été aussi important et nécessaire, et le fait de prendre du temps et de donner, d'offrir du temps aux gens en vrai, en disant je vais accorder le temps nécessaire pour comprendre et apporter une vraie solution, la différence, à mon sens, va se faire ici. Parce que s'il y a une chose qu'on est sûr, c'est que l'IA, elle n'a pas de notion de temps. Donc elle ne sait pas ce que c'est que de prendre du temps, de bien le prendre et de bien le partager. Et on fera toujours la différence avec ça, de savoir prendre le temps intelligemment avec les personnes et de partager en vrai. Et je pense que dans un métier comme la gestion patrimoniale, le fait d'être réellement altruiste et de vouloir prendre du temps fait et fera la différence, pour moi, économiquement et durablement. Alors c'est vrai que c'est très bien dit. Le régulateur, d'ailleurs, la réglementation, nous a amené, depuis les crises des subprimes en 2008, beaucoup de couches de réglementation, et on prend ça parfois pour une contrainte. Bon, il se trouve qu'à la Banque Postale, on a beaucoup pu travailler cet élément pour faire un peu du judo avec cette réglementation et l'utiliser à bon escient. Parce que finalement, la réglementation, qu'est-ce qu'elle nous demande ? C'est exactement ce que tu disais. C'est qu'elle nous demande de prendre du recul. Le KYC, c'est de la connaissance. Alors certes, ça peut paraître comme étant un questionnement, mais je veux dire, il faut prendre le temps de connaître son client presque dans l'intimité du client. Et c'est peut-être dans un premier rendez-vous, c'est peut-être dans un deuxième rendez-vous, c'est peut-être dans plusieurs rendez-vous, c'est peut-être au téléphone, c'est peut-être en visio. Mais en tout cas, il faut prendre le temps que lui-même se livre pour comprendre un petit peu au-delà de la première chose qu'il va vous dire, c'est « je veux de la performance ». J'ai vu sur Internet, il y a 5, 7, 10% de performance. Donc il faut sortir de ça, il faut recueillir l'information client, il faut recueillir son profil de risque, son appétence réelle, pas celle qui croit être son appétence. Parce qu'il faut vite le questionner pour savoir si voilà, il veut de l'or, admettons, parce qu'il pense que ça va grimper. Il faut lui poser la question très rapidement de savoir si à la fin de la journée, ça perd 30%, quelle sera son attitude. Et là, vous allez vite voir s'il dit c'est pas grave, ça remontera, ou s'il vous dit oh non, 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 non. Bon, bref, là, le profilage, le profil de risque est clé. Et ça, on peut poser la question de manière très administrative ou alors, au contraire, de retourner pour en faire un vrai atout pour justement faire de la pédagogie avec son client et lui montrer que c'est bien dans le temps long qu'on va pouvoir hiérarchiser ses projets. Parce qu'après qu'on ait son profil de risque, il faut ses projets. Quels sont ces projets ? On peut avoir une vie matrimoniale un peu compliquée, on peut avoir des projets pour ses enfants, on peut avoir des projets de maison, on peut avoir oublié d'avoir investi dans sa résidence principale. Voilà. Et il se trouve que les projets sont clés parce qu'en face de chaque projet, on va pouvoir mettre une allocation en projet, soit de l'immobilier, soit de l'épargne financière, soit de l'épargne bilancielle. Bref, tout un tas de solutions, même des assurances qui sont adaptées pour couvrir un client à qui vous allez placer l'épargne. Important de lui rappeler aussi que s'il se casse la pipe en sortant, c'est dommage parce que son épargne, il va la manger alors qu'il aurait pu se couvrir sur la prévoyance et ça aurait, on va dire, sécuriser son placement. Donc on voit que c'est vraiment une démarche globale, une fois qu'on a ces projets, de dresser l'horizon temps et puis de savoir réagir à tous les soubresauts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être présent non plus sur les éléments un petit peu plus bulle de champagne, le bitcoin, enfin savoir lui en parler en tout cas, même si nous à la Banque Postale on n'en vend pas, mais pourquoi ne pas garder pour le client une petite partie voilà, pour un jeune que ça intéresse, mais il faut le dimensionner avec lui. Voilà, il faut bien le circonscrire et pouvoir lui dire voilà, par rapport à ce que vous me dites, monsieur le client, votre intérêt, c'est vraiment de faire un peu ces grands ensembles et de dresser avec lui un projet qui va le rassurer, qui va correspondre à son appétence réelle. Mais ça peut se faire que dans la connaissance intime. On a souvent l'habitude de dire le savoir-être, il faut tisser la confiance.
Voilà, l'appeler, le rappeler. On dit souvent aussi de le ramener à la sortie du bureau de poste à la fin d'un entretien. Ça peut paraître, mais voilà, montrer aussi toute la déférence et qu'on est, comme tu le disais, conseillé. Hein, on n'est pas les payeurs, mais par contre que tout ce qu'on lui dit, on est responsable. On a une forme d'éthique par rapport à ce qu'on lui dit. Et puis cette éthique peut aller plus loin. En l'occurrence, à la Banque Postale, on est aussi très attaché à la destination de l'épargne, à l'environnement social, la gouvernance, l'ESG. C'est des notions qui plaisent de plus en plus à nos clients. Quel sens il va donner d'abord à sa vie avec ses projets, mais aussi à son épargne. Et ça fait partie des éléments aussi qu'on peut prolonger dans la discussion et qui donnent du sens au métier et qui le rend vraiment passionnant. Et on voit que c'est dans la durée qu'on acquiert cette passion et qu'on la construit de jour en jour. Après, c'est une matière sans fin, quoi. Merci beaucoup. Et du coup, on a vu effectivement que l'humain est d'autant plus important aujourd'hui. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, en fait, l'attente finalement est la même dans le sens où les clients sont en quête de performance, et c'était le cas avant, j'imagine. Par contre, du coup, ils ont besoin d'être plus rassurés et peut-être qu'on doit amener plus de conseils par rapport justement à ce qu'on peut trouver sur Internet où finalement l'information est plus facile à avoir finalement. Moi, ce que j'avais comme question, c'est par rapport à ce que vous voyez vous aujourd'hui au niveau du marché. Du coup, les nouveaux conseillers qui arrivent, est-ce que vous comment vous vous sentez justement ces nouveaux conseillers? Est-ce que vous les sentez bien armés, conscients finalement de ce qu'on va attendre aujourd'hui d'un conseiller dans sa gestion client, dans le conseil, dans la technique qu'il va devoir avoir? Est-ce que vous voyez un décalage par rapport à ça? Et est-ce que finalement la nouvelle génération est celle qui est la plus à même de parler à la nouvelle génération? Ou finalement, est-ce que l'expérience aujourd'hui est quelque chose qui est très apprécié par cette nouvelle génération? Alors, il y a deux façons de répondre à cela. Je pense que, peut-être que je fais fausse route parce que je ne suis pas dans la nouvelle génération, mais je pense que quand on doit amener un conseil, au-delà de l'expérience, parce que l'expérience, quand on ne l'a pas, vous ne pouvez pas l'inventer. D'accord ? Quand on n'a pas vécu des choses, on ne les a pas vécues. Mais, en revanche, je pense que dans un métier comme le nôtre, la culture générale du métier, d'accord ? Donc, j'entends pas la culture financière ou la culture de l'entreprise ou la culture du produit. Parce que souvent, ce que l'on peut remarquer quand on débarque dans le métier, c'est qu'on est chargé en culture produit, d'accord ? On est chargé en culture d'entreprise parce qu'on est jeune dans l'entreprise, donc on a envie d'en parler beaucoup. Et souvent, ce qui fait défaut, c'est la culture générale du métier, c'est-à-dire l'intérêt et la passion que l'on peut porter au métier, c'est-à-dire au métier de conseiller en gestion patrimoniale, mais dans le grand thème, en enlevant, en essayant de s'extraire volontairement de la culture produit ou de la culture entreprise. Il est extrêmement important quand on rencontre des gens tous les jours, qu'ils soient nouvelle génération ou moins, qu'ils comprennent qu'on fait partie du même monde et qu'on en a une bonne connaissance. En tout cas, qu'on en a un intérêt profond, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à plein de choses. Parce que quand on fait de la gestion patrimoniale, c'est un peu comme un jeu de Mikado. D'accord ? Quand on va toucher quelque chose à droite, on va forcément avoir une influence ailleurs. C'est inéluctable. Okay ? Et si malheureusement on n'a pas toutes les connaissances, les tenants, les aboutissants, le petit conseil ou la petite modification qu'on fait à droite, c'est un peu l'effet papillon, peut avoir une énorme conséquence, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, parce qu'on a manqué de discernement et de culture générale pour mieux orienter son client dans le temps. Donc si je devais dresser un constat des nouvelles générations, c'est que techniquement vous êtes très forts. Il y a une vraie technique pour ceux qui sont dans la gestion patrimoniale parce qu'elle a évolué et vous avez plus de possibilités d'aller la capter. Mais à contrario, je trouve qu'il y a moins de culture générale. C'est-à-dire que quand on va aborder des sujets qui des fois s'éloignent mais qui finalement ont quand même une conséquence sur le conseil, on a moins de discussions, on a moins de partage parce qu'on a moins de connaissances sorties des sentiers battus où on maîtrise un peu. Et souvent ça peut
soit moins rassuré, parce que la peur me dit, tiens, si je l'éloigne un peu de la technicité, j'ai plus personne en face, et finalement, c'est-à-dire que je n'ai plus qu'un conseil produit, et il faut toujours partir du delta qu'un produit, ça se compare. Un projet de vie, ça ne se compare pas à un autre projet de vie, ça n'existe pas par définition. On a un projet de vie, on a un projet de vie. Vous n'allez jamais comparer votre projet de vie au projet de vie du voisin, ça n'existe pas. Par contre, vous allez comparer votre produit au produit du copain. Et bien, si vous apportez un projet de vie avec une connaissance générale suffisamment avancée, votre client n'ira pas comparer, parce qu'il n'y a rien à comparer. Et comment on évite la concurrence s'il y a besoin de l'éviter? Mais on ne l'évite pas par le produit, c'est pas vrai. La différence entre nos solutions, elle est infime. La vérité, ça va jouer sur rien du tout. Ça va jouer sur des frais de gestion, ça va jouer sur peut-être 1% de différence. Mais des choses qui, dans la vraie vie, ça ne fait pas la vraie différence. C'est parce que je vous ai apporté un vrai projet de vie et que je vais être même capable de faire de l'intergénérationnel où je vais être utile réellement. Et la différence, elle se fait là, et elle doit se faire là, à mon sens. Vous devez vous passionner pour ce que vous faites. On ne fait jamais aussi bien que quelque chose qui nous passionne. Et souvent, on se dit, oui, mais on ne peut pas se passionner sur tout. Je suis d'accord, on a tous une passion intrinsèque, qui peut être extra-professionnelle, le sport et plein d'autres choses, mais vous passionner pour votre métier, c'est d'abord vous y intéresser en vrai. Et souvent, quand on s'intéresse beaucoup à quelque chose, inéluctablement, on finit par s'y passionner. Parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on peut en faire. Parce que la gestion patrimoniale, ce n'est pas utile que pour vos clients. C'est extraordinaire de maîtriser la gestion patrimoniale pour soi-même, pour sa famille, pour ses proches. C'est un outil formidable. C'est un véritable service. Si vous avez en tête qu'un bon conseiller en gestion patrimoniale, c'est celui qui fait du 7%, contrairement à celui qui en fait du 3%, il faut vite faire un autre job. Parce que vous n'amènerez rien à personne. Parce que la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. On a besoin d'apporter quelque chose de différenciant, qui va accompagner un projet, et on va faire partie peut-être une fraction de leur vie, mais peut-être que la fraction, elle est énorme. Ça m'est arrivé entre mon début de carrière et la fin de dénouer des contrats retraite. J'ai vu réellement des gens partir à la retraite avec mes contrats retraite. Et que ça les aide à partir en voyage, et que ça les aide à mieux vivre leur quotidien. Ça, c'est un projet de vie. Savoir si tout au long du contrat, ils ont fait du 2 ou du 3%, mais ça n'a pas changé la face du monde. C'est pas ça, c'est le fait d'avoir dit et fait quelque chose qui s'est produit en réalité. Malheureusement, des fois, c'est des capitaux d'essai, mais les gens nous disent merci. Quand ils arrivent à payer les obsèques parce qu'ils n'avaient pas prévu, ou ils se retrouvent avec 25 000 balles de droits de succession, ils n'ont même pas l'argent sur leur compte. Ils disent, non, vous inquiétez pas, il y a des capitaux d'essai pour ça. Mais les gens nous disent merci parce qu'on a anticipé quelque chose que parfois les gens eux-mêmes n'anticipent pas. Et c'est ça le propre du conseiller en gestion patrimoniale. C'est de prendre le projet du client et de l'aider à voir beaucoup plus loin. Et d'avoir une vue d'ensemble, de lui apprendre à prendre de la hauteur sur les choses qu'il entend, qu'il voit ou dont il a envie. Et là, vous faites la différence entre un bon conseiller et un conseiller lambda. Les gens adorent se sentir compris, accompagnés et entourés. C'est le propre de l'être humain, on ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est pour ça qu'on vit tous regroupés, c'est pour ça qu'on ne vit pas tous comme des troglodytes chacun de notre côté, c'est que l'être humain, par définition, se rassemble et a besoin les uns des autres. Soyons celui qui guide le groupe ou les personnes qu'on a en face de nous. Et la différence, ça va se faire là dans le temps, à mon sens. Alors, je vais rebondir là-dessus, et c'est très vrai ce qui a été dit. On fait parfois le parallèle, et vous pouvez le faire aussi, entre un client qui va arriver, qui veut de l'immédiateté, qui va vous demander un taux, ou un conseiller aussi qui arrive dans une entreprise qui veut tout de suite avoir son revenu, sa sécurité. En tout cas, c'est l'histoire de ce métier de conseiller patrimonial, on l'appelle comme on veut. C'est effectivement une histoire de passion. On compare souvent ça aux médecins sur la partie financière, mais ça fait des vies, ça défait des vies, ça les construit, ça aide à les construire. Et c'est vrai que quand on parle avec un conseiller à la Banque Postale, un conseiller en patrimoine, on voit briller dans ses yeux à chaque fois ses histoires avec les clients, les histoires qu'il a eues avec les clients. Et c'est ça, la gestion de son portefeuille, prendre soin de chaque client. Alors c'est vrai qu'il va avoir plus d'appétence et il a peut-être du mal parfois à gérer tout son portefeuille parce qu'on a beaucoup de clients. On est une entreprise qui a 18 millions de clients. On a 800 000 clients patrimoniaux. On a un fonds de commerce colossal et c'est vrai que de les voir tous, mais
la richesse du métier, c'est bien dans cette culture et d'établir avec le client, non pas une tactique comme ça pour aller gagner 5-6%, mais d'établir une stratégie. Et on le dit souvent, le conseiller, c'est lui qui est le vrai stratège, qui va devoir la tenir, cette stratégie, tenir le temps long patrimonial avec son client dans des moments où voilà, il y a des coups de tabac sur les marchés, voilà, quand le client arrive et qu'il veut vendre, ou quand il y a une émotion qu'il faut à chaque fois, avec beaucoup d'empathie, écouter, comprendre et retranscrire, reposer dans le projet du client. Et c'est effectivement passionnant que d'arriver à le faire grandir, à faire grandir son portefeuille. Et la vraie récompense, c'est après d'avoir de la recommandation dans son portefeuille, de faire venir des clients. Et nous avons des bureaux de poste dans lesquels sont logés les conseillers en patrimoine partout en France. Donc c'est vrai aussi d'être dans la proximité, dans la vie des gens, et notre grande fierté, c'est d'être présent partout, y compris avec la banque privée dont je vous ai parlé, qui a plus de, maintenant je pense, 100 espaces dans les bureaux de poste partout en France. Donc on a une banque privée dans les petites villes, ce qui fait qu'on ait une particularité parmi les banques de détail. Et on en est très fiers. Bref, c'est vrai que la gestion de l'immédiateté, elle se comprend aussi du point de vue du conseiller. Il faut arriver à travailler en équipe. C'est ça aussi qu'on vous propose à la Banque Postale. C'est une équipe, c'est des managers, c'est des experts qui viennent vous aider, c'est des filiales avec des différents produits qui viennent vous en parler. On n'est pas seul, comme tu le disais, on n'est pas isolé. Et l'important, c'est vraiment ce travail en équipe. En tout cas, c'est ça aussi une autre des grandes fiertés qu'on peut avoir et grandir ensemble. C'est de voir des parcours de carrière, des gens qui arrivent, même au départ, qui ont été formés ce qu'on a chargé de clientèle, c'est-à-dire des guichetiers, des anciens guichetiers, qui sont devenus conseillers en patrimoine, qui sont devenus après managers et qui, voilà, avec des parcours de carrière importants dans la banque. C'est ça qu'on offre et c'est vraiment faire confiance à cette compétence qu'on veut établir dans la durée. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et comme tu le disais, l'information est clé parce qu'il faut aussi savoir rebondir sur tout ce qui se passe. Tous les lundis matins, nous, on envoie, alors on a un partenariat avec la GFI, à tous nos conseillers, un résumé des articles du moment. Voilà, qu'on fait une sélection, on lui envoie aussi des informations de la Banque Postale. Il va s'en nourrir pour discuter avec son client parce que effectivement, le client, il vient dans la vraie vie. Il a écouté la radio, il a écouté BFM et il faut savoir leur parler de tout ça. Il faut savoir être curieux, pas tout de suite aller sur des solutions produits, comme tu le disais, mais bien connaître le client, avoir cette intimité avec lui. Et c'est un métier qui est pour cela passionnant. Petite dernière question, peut-être avant de passer aux questions de l'auditoire. Vous représentez deux, on va dire, entités un peu différentes. Une partie, justement, une entité plus justement indépendante, une entité assez historique. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est, à votre avis, comment vous gérez, comment vous faites la gestion client, quelle est la différence entre une gestion client au sein de la Banque Postale, quelle est la différence entre la gestion client au sein de Cap Finance, ou en tout cas dans une banque et dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, qu'est-ce qui fait la différence finalement, quand on est conseiller, qu'on a la technique, on peut travailler en banque, on peut travailler en cabinet de gestion de patrimoine. Comment savoir qu'est-ce qui est fait pour moi, en fait, entre un métier de salarié, du coup, dans une banque, plus safe, par rapport en fait à un métier plus indépendant, plus autonome. Qu'est-ce qui fait que je dois me dire moi, je suis fait plutôt pour l'indépendance ou je suis fait plutôt pour avoir une structure plus concrète. Alors, il n'y a pas de différence. Parce que le métier de conseiller en gestion patrimoniale, qu'on le fasse dans une société de salariat ou dans une société en tant qu'indépendant, c'est le même métier. Le cœur du métier, c'est le client. Pas de client, pas de cabinet, pas de client, pas de banque postale. Donc, le respect du client doit être absolu. C'est la clé de voûte de la réussite de toute entreprise. C'est qu'on doit respecter son interlocuteur, qu'on en soit salarié,
qu'on soit indépendant. Sans lui, personne n'existe. Donc c'est une personne à part entière qu'on doit respecter. D'accord ? Maintenant, savoir quel est le bon chemin pour vous. Mais ce chemin, il vous appartient. Parce qu'en réalité, il n'y a pas non plus tellement de différence. Il y a un moment, vous allez percevoir un salaire net et vous allez travailler pour un brut. Et vous percevrez le net, vous paierez vos impôts. Et de l'autre côté, vous allez percevoir votre brut et vous allez devoir le gérer. Point. C'est tout. Ça dépend de votre envie de demain. D'accord ? Parce que on peut évoluer très vite dans un réseau de salariés. Mais l'avantage de l'indépendant, c'est qu'on est son propre prince, son propre moteur. Donc finalement, vous irez là où vous avez envie d'aller, jusqu'où vous avez envie d'aller. Et ça vous appartient complètement. Donc je ne pense pas qu'on puisse décemment dire c'est mieux d'aller dans un endroit ou dans un autre. Ça, c'est de l'introspection. Ça, c'est quelque chose que vous devez sentir. Il faut faire. Vous savez, on a tous une part d'instinct. Cet instinct, il vous tient en vie chaque jour. D'accord ? Il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y a besoin de vous faire confiance. Est-ce que la différence entre les deux, c'est l'homme, c'est pas la société. D'accord ? Instinctivement, il y a quelqu'un que vous allez sentir. La société derrière, elle est, je pense, aussi bienveillante d'un côté que de l'autre. J'en suis certain. D'accord ? Parce que les deux existent depuis plus de 20 ans et que, croyez-moi, des sociétés malveillantes, elles n'existent plus. Okay, elles font que passer, c'est la technique de la terre brûlée, et finalement on ne fait pas grand-chose de propre et de durable. Donc si nos deux entités existent depuis si longtemps, c'est que de toute façon il y a de la bienveillance dans nos deux façons de travailler. Maintenant, votre instinct, il doit vous guider. Vers quoi j'ai envie d'aller, vers quoi j'accroche. D'accord ? Quel niveau de risque je suis capable de prendre ? Parce que dans les deux, il y a du risque. Hein. Mais oui, il n'y a pas plus ou moins de risque, c'est un risque différent. D'accord ? Quelle est la différence entre un salarié et un indépendant ? Il y en a un des deux qu'on ne peut pas licencier. Mais ouais, lequel ? Bizarre. Donc c'est tout. C'est pas plus ou moins dangereux, c'est que c'est pas la même partition. C'est pas la même façon de faire le match, c'est tout. Mais c'est pas, c'est vraiment quelque chose qui doit vous appartenir et qui doit être complètement intrinsèque à votre démarche. Des fois, on se dit, tiens, je ne suis pas prêt. C'est parce que vous vous dites que vous n'êtes pas prêt qu'il faut y aller, parce que vous ne serez jamais prêt. On n'est jamais prêt à être parent, on n'est jamais prêt à être indépendant et on n'est jamais prêt pour prendre sa retraite. Bon, ça, c'est une vérité absolue. Et pourtant, on a des enfants. Et pourtant, il y a des gens qui se lancent. Et pourtant, un jour, on arrête de bosser. Donc, arrêtons de se poser des questions. Essayons, vivons et voyez où ça nous mène. Alors, moi, je partage d'abord fondamentalement une chose. C'est vrai que ça dépend un peu des caractères. On le voit tous dans nos entourages. Voilà, on est plus ou moins appétant. Après, il faut faire attention aux faux semblants. Il faut des fois passer de l'autre côté du miroir pour voir de quel bois on est fait. On ne le sait peut-être pas au départ. Voilà, ça se construit. On a envie parfois aussi de changer. Voilà, donc tous les parcours sont possibles, effectivement. Et on ne le sait pas forcément tout de suite. C'est pas forcément l'intuition qui est la bonne réponse, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a deux modèles pour un même métier. Et ça, je partage que le métier est le même, mais le modèle n'est pas le même. Alors, à la Banque Postale, effectivement, ce que vous allez trouver, en gros, si je réfléchis comme ça, c'est trois choses. C'est d'abord un travail d'équipe. Fondamentalement, on a un réseau qui a une histoire, dans lequel vous allez trouver des valeurs de solidarité, d'entraide, de coopération. Et vous allez voir des gens extrêmement, mais vraiment extrêmement investis, qui portent sincèrement leur projet. Et on va être dans le vrai, j'ai envie de dire, à chaque instant. Voilà, parce que comme je vous le disais, c'est l'intérêt du client qui prime. Et même si on voulait pousser depuis le siège des solutions qui ne sont pas dans l'intérêt du client, ça ne passerait pas. Voilà, ça ne passerait pas parce qu'heureusement, il y a cette valeur-là, ce savoir-faire. Et comme je vous le disais, c'est ce travail d'équipe qui fait que de toute manière, les gens travaillent ensemble. Et ça, c'est une vraie garantie. La deuxième chose, c'est les valeurs qu'on porte. La Banque Postale, je vous ai parlé d'entreprises citoyennes. Alors voilà, ce n'est pas que des mots. Je vous assure, on le vit au quotidien. On est une banque qui reçoit tous les prestataires sociaux, mais qui reçoit également le grand public, qui reçoit les patrimoniaux. Vous prenez la cartographie des clients de la Banque Postale, c'est à peu près la même que les Français. Vous allez trouver la même proportion de très riches et de très pauvres. Et ça, c'est notre grande fierté de dire on sert tout le monde et on a à cœur de servir tout le monde.
Donc ça, c'est vraiment un élément important, la valeur citoyenne, la valeur aussi, je vous le disais, sur l'investissement socialement responsable. Sans rentrer dans la technique, on est la seule banque qui a été classée par le SBTi comme banque qui met vraiment en valeur la transition énergétique, la décarbonation. C'est vrai dans nos offres d'OPC. Bref, nos valeurs d'engagement d'ESG, je vous assure, elles vivent au quotidien. Et dans ce qu'on propose à nos clients, on leur propose 3 catégories d'investissements. Soit il y a des investissements où il y a de la sélection, soit de l'exclusion de fonds, soit même de la contribution à des fonds pour la planète. Donc ça vit au quotidien, c'est un exemple. Mais en tout cas, on a ces valeurs. Et puis l'autre chose qui est important à la Banque Postale, ce que je vous l'ai dit, c'est les parcours de vie. Plus que de carrière, parce qu'on peut changer de métier. Voilà, j'en suis un exemple. J'ai été manager, je me suis formé, puis j'anime maintenant au siège les clientèles, l'animation commerciale autour de l'épargne et de l'assurance, des clientèles patrimoniales. Voilà, et on arrive dans ce groupe par des formations, par une évolution, à grandir. Donc c'est ces 3 éléments forts, un parcours, un travail d'équipe et les valeurs, j'ai envie de dire. C'est ça notre signature, quoi. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci en tout cas à tous les deux pour avoir joué le jeu de cet échange. On peut retrouver du coup cette conférence en replay sur YouTube, sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à y retourner, à partager cette vidéo. Et puis n'hésitez pas donc à profiter de l'événement jusqu'à 21h. Merci beaucoup. Merci à tous.